Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un point un peu plus tactique. En fait, vous allez comprendre que les trois quarts de vos problèmes, les trois quarts des sources de démotivation, les trois quarts des moments où vous n'avez pas envie de faire les choses, ça fonctionne uniquement sur des seuils. Par exemple, le doute, il y a un seuil. Combien de fois est-ce que vous allez vous planter avant de commencer à vous dire « Merde, je ne suis pas fait pour ça ». La démotivation, pareil, il y a un seuil. Combien de fois est-ce que je vais devoir faire des efforts et ne pas avoir de résultats ou pas avoir assez de résultats avant de me dire « Ça me saoule, j'ai envie de laisser tomber ». Quand vous allez vous débarrasser de tous les problèmes que vous avez qui vous poussent à lâcher l'affaire et que donc vous allez manipuler vos seuils pour les mettre à un niveau suffisamment haut pour vous permettre, on va dire, de passer à travers les difficultés, vous allez vous rendre compte que c'est infiniment plus simple de réussir. Pourquoi? Parce que quand vous regardez n'importe lequel de vos projets ambitieux, commencez à estimer le temps que vous passez à être productif, le temps que vous passez à avancer vers vos objectifs, et ensuite à estimer le temps que vous passez à être dans une émotion neutre ou négative. Neutre, c'est j'ai ni envie de le faire, ni pas envie de le faire. Ni envie de, on va dire, faire avancer mes projets, ni pas envie de le faire. Et du coup, je flotte comme ça. Je me laisse un peu porter par les choses. Parfois, j'aurais envie d'y aller, parfois j'ai décidé d'y aller, et parfois, je vais juste décider de lancer Netflix. Ensuite, vous commencez aussi à estimer la part on va dire, de négatif. Des fois, vous n'avez pas envie. Vous êtes en train de négocier avec vous-même. Sans dire, oui, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, c'est compliqué. Oui, mais là, je sais pas quoi encore. Vous commencez à estimer ça et vous vous rendez compte d'une chose. Vous passez 80% du temps à vous lamenter, à vous appuyer sur votre sort, à négocier avec vous-même, et seulement 20% de votre temps à avancer vers vos objectifs. Qu'est-ce qui se passe en fait à la fin de cette vidéo? Idéalement, j'aimerais que vous commenciez à réduire cette part, à ce soit justement l'inverse. 80% du temps, vous le passez à tracer vos objectifs, peu importe ce qui se passe, et 20% du temps, en effet, vous pouvez commencer à vous plaindre si vous voulez. Moi, je vous conseille même de viser le zéro absolu. Donc, cette vidéo va vous servir à quoi? Elle va vous servir à comprendre que toutes les émotions négatives que vous avez sur le moment, tous ces moments où vous n'avez pas envie de faire la chose, tous ces moments où vous vous dites « oui, mais c'est trop dur, mais là, je suis fatigué, etc. » Vous allez vous rendre compte que c'est du pipeau. C'est du pipeau parce que c'est votre cerveau en fait qui est en train de vous mentir, qui est en train de vous raconter n'importe quoi. À la fin de cette vidéo, non seulement vous allez pouvoir prendre la distance par rapport à ce que vous ressentez à ce moment-là, y accorder de moins en moins d'importance, et du coup, vous allez commencer à appliquer les solutions que je vais vous donner pour vous permettre de repousser ces seuils encore une fois, les modifier comme vous voulez, pour ensuite vous mettre juste à bosser sur votre objectif et aller chercher ce que vous êtes vraiment venu faire, on va dire, dans ce monde, dans cette vie. C'est un sujet qui est assez vaste. Les problèmes qu'on va aborder sont assez complexes aussi. Donc si jamais il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui n'est pas assez clair, n'hésitez surtout pas à passer pendant mes lives les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h. Vous pourrez me poser la question que vous voulez, je vous répondrai avec plaisir. Comme je vous le disais précédemment, tous les problèmes qu'on a fonctionnent sur des seuils. Et ces seuils, en fait, auront tendance à vous envoyer après un signal de démotivation, un signal de « ah ouais, mais là, j'ai pas envie » ou je ne sais quoi encore. Ce que vous allez faire, en fait, dans cette vidéo, c'est comprendre que ces signaux ne sont que ça, des signaux. Ce ne sont pas des ordres. C'est vous, ensuite, qui allez décider ce que vous allez faire. Par exemple, je peux totalement avoir le signal qui est « waouh, j'ai vraiment pas envie de faire ma vidéo là, il est assez tard, le soleil qui commence à tomber, la luminosité qui commence à tomber aussi, je vais encore en faire une vidéo dans la nuit ou je ne sais quoi encore, ou du moins sur la fin. » Effectivement, si je me focalise sur ces éléments-là et que j'y accorde trop d'importance, je ne vais pas faire ma vidéo. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais attends, j'ai déjà fait une vidéo sous la pluie, j'ai déjà fait une vidéo dans le froid, j'ai déjà fait une vidéo alors qu'il fait pratiquement nuit. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je suis en train d'écouter un signal et de lui accorder trop d'importance. Ok, j'ai commencé à mettre mon bonnet, mes gants et j'étais déjà parti. Vous, c'est ce que vous allez faire aussi. Au lieu d'être une marionnette de ces signaux, vous allez commencer à vous-même imposer en fait comment vous voulez réagir quand vous allez recevoir ces signaux. Et moi, quand je reçois ces signaux, mon identité me dit la chose suivante, j'en ai rien à foutre. Va faire ton truc, va tenir tes engagements, va montrer aux gens que c'est possible, va, on va dire, leur montrer que juste faire, juste dire tous les jours je serai là et vraiment être là, c'est ce qui fera la différence sur le long terme. Si les gens comprennent ça, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que tous les gens qui échouent, justement, confondent ces signaux avec la réalité. Ils détectent une démotivation, alors ils se laissent entraîner dans la chute. Ils détectent un manque, on va dire, de combativité parce que les résultats mettent trop de temps à arriver et ils se disent peut-être que ça ne sert à rien finalement. Et quand vous comprenez ça, quand vous comprenez l'erreur que les gens font, vous dites juste, tiens, pour avancer, j'ai juste besoin de faire l'inverse, j'ai juste besoin de continuer, de ne pas penser comme les gens et ça me permettra en fait d'avoir des résultats que eux ne peuvent pas avoir. Il y a quelqu'un qui joue avec son chien là, donc si jamais vous entendez un chien courir dans tous les sens avec une balle, c'est normal. Allez, premier, on va dire problème que j'aimerais vraiment que vous commenciez à détruire, le doute. Le doute, encore une fois, ça fonctionne selon un seuil. Il y a un premier seuil, c'est à quel moment est-ce que je vais douter, à quel moment est-ce que je vais me dire je ne vais pas y arriver. Donc là, le seuil, il est où? Il est à combien d'essais vous devez faire avant de laisser tomber, avant de vous dire mais peut-être que je ne vais pas y arriver. Ce seuil, il est fixé comment? En fait, sur votre passé.
Imaginons pendant toute votre vie, il vous a fallu 3, 4, 5 essais avant de réussir à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, en fait, étant donné qu'il veut juste anticiper l'avenir, il va se demander, tiens, combien de temps ça va me prendre avant de réussir? Et étant donné que dans votre vie, ça a marché tous les coups en 5, en dessous de 5, il se dit, ok, mon seuil maintenant, il est à 5. Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez vous lancer dans un projet ambitieux? Projet qui va vous demander des années de travail, des années et des années de remise en question avant que ça marche. Ne vous inquiétez pas que les 5, vous allez les traverser très très vite. Comment on fait alors pour augmenter ce seuil avant de, on va dire, avant de se démotiver, avant de douter, pardon? Vous allez commencer à vous lancer dans des projets de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes. Ces projets, en fait, qui vont vous obliger à faire beaucoup plus de tests. Et quand vous allez faire ça, on va dire, régulièrement, volontairement et consciemment, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Votre cerveau va se mettre à jour. Ça veut dire quoi, le faire volontairement, consciemment et plusieurs fois? Ça veut dire que vous allez volontairement vous lancer dans des projets qui, vous le savez, va vous demander au moins 50 essais, 50 itérations, 50 améliorations. Et quand vous allez faire l'expérience, vous allez être à 5, vous dire waouh, je ne vais jamais y arriver. Waouh, c'est tellement loin. Waouh, ça ne sert à rien. Waouh, pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Je veux que vous fassiez l'expérience en fait. Je veux que vous viviez tous ces éléments-là et que vous vous dites c'est pas grave, je continue. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais trouver une solution. Je sais que je vais voir le bout du tunnel au bout d'un moment. En fait, pourquoi est-ce que je vous pousse à vous lancer dans des projets comme ça? Parce que l'être humain, il est émotionnel, il n'est pas logique. Effectivement, je vous ai expliqué de manière logique que votre cerveau va mettre un seuil comme ça. Mais quand vous allez le modifier, vous ne pouvez pas le modifier juste logiquement. Vous pouvez juste vous dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, du coup je le mets à l'infini. Ah, c'est bon, je ne douterai plus jamais. » Non, vous devez comprendre ça émotionnellement. Et ça veut dire quoi comprendre quelque chose émotionnellement? Ça veut dire vivre l'expérience, comprendre ce que ça fait dans votre corps d'être envahi par le doute, envahi par « et si j'y arrivais pas ?» et de quand même le faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, étant donné que l'être humain est émotionnel? Votre cerveau, c'est juste un appareil qui va remettre en ordre, qui va remettre à jour ces informations si elles sont fausses. Imaginons qu'au bout de 5 essais, vous avez du doute et que vous laissez tomber à chaque fois. Votre cerveau va se dire « Ouais, c'est bon, ça j'ai bien estimé, au bout de 5 fois, tu deviens une lopette et tu veux plus y aller. » À l'inverse, si il se dit « Tiens, là ça fait 6 fois déjà. 6 fois, tu aurais déjà dû laisser tomber. Pourquoi tu es encore en train de te battre? Ok, je mets à jour. Tiens, là ça fait 10 fois. 10 fois, là je t'ai envoyé vraiment la dose. Là tu devrais vraiment être, on va dire, en position fœtale en train de pleurer. Pourquoi tu es en train de continuer? Ok, je mets à jour. » Et quand vous faites ça suffisamment de fois, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il est obligé de se mettre à jour. Parce que lui, il est optimisé pour une seule chose, votre survie. Et quand il va vous voir, on va dire, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a l'habitude de connaître, ce qu'il a l'habitude, on va dire, d'identifier, il va se dire non, c'est ça maintenant la nouvelle norme. Vous faites ça suffisamment de fois, suffisamment étant un nombre bien plus élevé que ce que vous aimeriez, et justement, ça vous permettra de remettre à jour ce seuil. Donc ça, c'est le premier mécanisme du doute, qui est un doute sur le résultat, un doute qui vous pousse à, on va dire, abandonner. Vous aurez aussi une autre forme de doute, une autre forme de seuil, le seuil sur le temps que ça prend. Imaginons, je vous ai parlé de 5 essais, etc. Mais imaginons que dans votre vie, vous avez toujours eu ce que vous vouliez en 2 jours. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en dessous des 5 essais, 5 itérations, mais ça fait 2 mois que vous êtes sur votre truc? Vous allez là aussi douter. Vous avez là aussi un seuil qui vous dit, quand j'ai un objectif, je l'atteins en 2-3 jours, max. Alors quand vous êtes sur une semaine, vous aurez envie de vous pendre. Un mois entier, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? 2 mois, mais je suis une merde en fait, qu'est-ce que je fais encore là? Là aussi, même délire. Lancez-vous dans des projets qui vous prendront énormément de temps. Lancez-vous dans des projets qui vous demanderont un investissement non seulement élevé en termes d'itération, mais aussi sur une durée assez élevée. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, gardez en tête que vous êtes en train de faire ça volontairement et consciemment pour augmenter vos seuils. Alors quand les signaux du doute vont arriver, quand la démotivation ou plutôt le manque de croyance dans le fait que vous allez y arriver va commencer à surgir et vous envoyer des émotions négatives, de la souffrance, même de l'inconfort, vous allez commencer à dire « Ok, je vois ce que ça fait, je vois ce que je ressens et je m'en bats littéralement les couilles. » Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut encore une fois, c'est changer le modèle que votre cerveau a déjà anticipé. Il dit « Tiens, quand je t'envoie ça dans la gueule, généralement, tu lances Netflix. Généralement, tu laisses tomber. Généralement, tu me fais plus chier avec ton histoire de « je veux réussir dans la vie, etc. » Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez quand même continuer? Le cerveau va se mettre à jour. Donc ça, c'est le deuxième seuil que je voudrais que vous modifiez quand vous allez justement, on va dire, essayer d'améliorer votre gestion du doute, votre gestion de cette émotion, de ce signal qui va arriver et qui va essayer de vous faire flancher. Troisième seuil qui vous poussera à douter, quand vous faites beaucoup d'efforts, quand vous faites beaucoup d'investissements, mais que le résultat derrière est tellement minable que vous êtes en train de vous dire « mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, sain pour moi de continuer dans ces conditions-là »
En fait, si vous voulez, quand vous avez des objectifs ambitieux, il y a des choses que vous allez faire qui sont extrêmement complexes, qui vont vous prendre énormément de temps. Et tant que vous n'avez pas trouvé exactement la recette qu'il faut suivre pour avoir les résultats que vous voulez, vous allez vous contenter de miettes pendant un long moment. C'est pas injuste, c'est pas démotivant, c'est pas chiant. C'est juste différent de ce que vous avez d'habitude. À l'inverse, vous prenez un type qui toute sa vie n'a eu que des miettes, qu'il avait beau, on va dire, se déchaîner comme pas possible au niveau des efforts, il n'avait que des miettes. Pour lui, ça va être la norme en fait. Pour lui, il n'y aura rien de, on va dire, de flippant, de démotivant ou qui inspirerait le doute. Il se dirait juste, ouais, c'est lundi quoi. Donc vous, ça va être le même délire. Vous allez commencer là aussi à faire des projets, à vous lancer dans des choses complexes qui vont vous demander des efforts faramineux, une capacité de réflexion que vous n'avez pas encore, qui va vous demander des efforts de fou furieux pour finalement réussir à faire une étape parmi les 50 qui vous attendent. Qu'est-ce qui va se passer encore une fois quand ça va arriver? Vous allez faire l'expérience de ce doute. Vous allez vous dire, waouh, est-ce que je devrais vraiment continuer? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je ne pourrais pas investir mon temps ailleurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui sont plus simples et plus, on va dire, agréables? Oui, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir la vie que vous voulez. Ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir, on va dire, cette vie épanouissante que vous visez autant. Donc là aussi, allez faire cette expérience de « je travaille énormément et les retours sont catastrophiques », voire même sont inexistants. Quand vous allez faire ça plusieurs fois et que vous allez vous habituer à ça, vous allez gagner la capacité en fait de travailler pendant très longtemps jusqu'à ce que ça marche. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, que vous allez pouvoir vérifier extrêmement rapidement. Allez voir tous les gens qui ont échoué. Vous allez faire le même constat. Les gens ont échoué parce qu'à un moment donné, il y avait une traversée du désert. À un moment donné, les résultats n'étaient plus là. Ils n'arrivaient plus en fait. Systématiquement, quand vous êtes dans un système où à chaque fois que vous faites un effort, vous êtes récompensé, qu'est-ce qui se passe pour votre cerveau? Il commence à créer l'illusion, il commence à créer la règle imaginaire que chaque effort de votre part mènera à une récompense. Alors quand ce modèle n'est plus, on va dire, d'actualité, votre cerveau va commencer à paniquer, à se dire « Oula, fais gaffe, on est en train de faire des trucs qui servent à rien. On est en train de faire des trucs qui, on va dire, je ne sais pas ce que tu as changé, mais il faut vite que tu bouges de là, quoi. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un retour sur investissement. Donc, va retourner en fait dans cet environnement où un retour sur investissement est garanti. Vous devez comprendre que ce qui est difficile à faire aujourd'hui, ce sont justement tous les éléments, toutes les activités, tous les projets où le retour sur investissement est risqué, où il est possible qu'il n'y en ait pas avant un long moment. Et ce que vous allez comprendre en fait très rapidement, c'est que tous les projets auxquels les gens mettent beaucoup d'argent ou vont investir énormément ou vont accorder énormément de valeur, c'est des trucs qu'ils ne savent pas faire. Et qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire les gens? Investir continuellement, à perte entre guillemets, mais plus dans le côté je ne sais pas encore ce que je fais et du coup je dois m'adapter, changer. Là où aujourd'hui ce que font les gens quand ils sont dans cette situation-là, ils commencent à s'apitoyer sur leur sort, ils commencent à souffrir, ils commencent à, on va dire, blâmer les éléments extérieurs, du coup ils ne changent rien, ils ne blâment rien, enfin on va dire, ils ne changent pas leur façon de voir les choses, ils ne changent pas leur façon de procéder, leur approche. Qu'est-ce qui se passe alors automatiquement? Ils répètent les mêmes erreurs inlassablement. Quand vous allez tomber dans ce piège-là, vous allez pouvoir le reconnaître justement grâce à ce seuil, parce que vous travaillez sur ce seuil, et vous dire, attends, là je suis en train de refaire la même chose qu'avant, parce que je souffre, et que j'essaie de me rassurer. Et de faire la même chose que je connais habituellement, ça me rassure, ça m'apaise. Mais moi, je n'ai pas envie d'être apaisé. Moi, ce que j'ai envie, c'est de réussir. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais réussir? Il faut que je change mon approche tout le temps. Et là, vous allez avoir un autre seuil qui va arriver. Au bout de combien de changements d'approche est-ce que je vais commencer à douter? Est-ce que je vais commencer à me dire, mais là, j'ai tout essayé, ça ne sert à rien? Ce doute-là, il est très puissant. Parce que quand toute votre vie, vous avez été habitué à changer 3 fois d'approche et que vous êtes à la 60e, au bout d'un moment, votre cerveau, il fait, mec, genre, je crois qu'au bout d'un moment, il faut que tu comprennes que tu n'y arriveras jamais, quoi. Sauf que c'est faux. C'est faux parce qu'il y a des gens avant vous qui l'ont fait. Il y a des gens autour de vous qui le font. Ça veut dire que c'est possible. Vous avez la preuve tous les jours que c'est possible d'atteindre ses rêves, de lancer son propre business, de vivre à son compte, de, on va dire, vivre selon ses propres règles. Vous avez la preuve que c'est possible. Vous n'avez juste pas la recette pour vous. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette recette pour vous? En faisant des tests, en faisant des itérations. En faisant des itérations qui, certes, les 3/4 du temps ne vont pas donner les résultats que vous voulez, voire pas de résultats du tout, mais en fait, ça va vous donner de l'information à chaque fois. Encore une fois, comment est-ce que vous allez faire pour vraiment, véritablement bouger ce seuil? Vous ne pouvez pas le faire logiquement. Là, je suis en train de vous convaincre logiquement, vous dites « Ah, c'est pas comment ce qu'il dit ». Mais vous devez faire l'expérience. Parce que quand vous allez faire l'expérience, que vous allez commencer à être assailli de doutes comme ça, je peux vous assurer que votre lucidité que vous avez là maintenant, là, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que vous devrez vous souvenir que vous devez vous accrocher à une barre et dire « ça va passer ». Ça va passer parce que je sais que je me suis, on va dire, lancé dans ce projet, ce mini-projet qui ne me sert à rien, mais c'était juste pour échouer. C'était juste pour faire pousser mon seuil, on va dire, d'itération à 50. C'était juste pour faire pousser mon seuil de temps estimé avant de réussir à 2 mois. Donc forcément,
ça va être difficile. Et quand ça va être difficile, prenez l'habitude de ne pas être submergé et de quand même continuer à faire ce que vous devez faire. Quand vous allez agir comme ça, c'est là que votre cerveau va se mettre à jour. Autre élément aussi qui va vous pousser à avoir un doute, tous les seuils irréalistes que vous avez. Ceux-là, c'est mes préférés. J'entendais là encore quelqu'un à l'approche de Noël me dire « Ouais, c'est bon, après Noël, j'aurai 18 ans. Et à 18 ans, c'est ciao la famille, à moi la liberté, à moi l'autonomie. » Et là, j'entends son pote lui dire « Mais t'as un boulot? Non. T'as un plan pour gagner de l'argent? Non. Du coup, tu crois que tu vas vivre où? Bah, je vais me trouver un appart. » Et son pote, il fait « Ok, mais qui va payer? Bah, mes parents. » Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que vous avez plein de seuils irréalistes dans la tête. Et ces seuils irréalistes, évidemment, c'est pas aussi drôle que pour cette personne que j'ai entendue à la gare. Mais c'est plus une histoire de quand vous allez regarder une vidéo YouTube sur comment réussir dans ce monde, comment réussir à lancer son projet ou je ne sais quoi encore, vous seriez fasciné par la quantité de gens qui vous baratinent à vous inventer des seuils qui n'ont aucun sens. Ils vont vous dire comme, regardez, moi je suis sorti de l'école, j'ai lancé mon projet alors que j'étais encore étudiant, et aujourd'hui, à peine 2 ans après, je fais déjà 200 000 € par an. Ça s'appelle de la chance. Pourquoi ça s'appelle de la chance? Parce que cette personne-là a trouvé la bonne niche. Ok, très bien pour elle. Elle a trouvé un bon produit. Tant mieux pour elle, mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'elle n'avait pas toutes les informations en main. Elle s'est juste dit, tiens, ça devrait marcher. Tiens, ça devrait fonctionner comme ça. Plus tard, vous allez entendre dans cette vidéo, c'est « Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. » Ok, merci, génial. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ben en plus, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Ben en fait, mon truc est passé à la télé, il est passé sur BFM, et du coup, tout le monde en a parlé, et du coup, ça fait un buzz, et hop, là, c'est bon, c'est parti. Et après, il va vous dire quoi? Avec ma méthode, justement, vous arriverez à avoir les mêmes résultats en seulement X mois, en seulement une année. Qu'est-ce qui se passe en fait à la seconde où la personne fait ça? Elle est en train de vous créer un seuil irréaliste dans la tête. Parce que vous n'y connaissez rien, parce que vous ne savez pas que ce n'est pas possible, parce que vous ne savez pas à quel point la chance est intervenue dans son projet. Vous croyez que ce qu'il a réussi à faire, il peut le faire systématiquement. Il peut le faire autant de fois qu'il veut, et du coup, vous aussi, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous allez effectivement acheter sa formation ou je ne sais quelle autre connerie. Vous allez vous lancer et 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Nada. Toujours rien. Il n'y a absolument rien qui a fonctionné. Et qu'est-ce que la personne va vous dire à ce moment-là? Ah, mais si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas suivi la recette. Hein. Ah, je t'ai dit, il fallait vraiment que tu suives. Parce que si tu ne suis pas, ça ne peut pas marcher. Et parce que vous ne savez pas qu'il est en train de vous baratiner, parce que vous ne savez pas qu'il est en train de se foutre de votre gueule, parce que vous ne savez pas en fait comment c'est supposé fonctionner, votre seuil irréaliste vous pousse à croire que c'est vous le problème. Et du coup, lui, il va surfer là-dessus. Donc tous ces seuils irréalistes, finalement, c'est quoi? C'est toutes les règles imaginaires que les gens se sont inventées sur qu'est-ce qui devrait, à quoi devrait ressembler leur vie, pardon. J'entendais par exemple quelqu'un parler pendant un repas intéressant, on va dire un repas familial, et il disait putain, j'ai 40 ans, je suis toujours pas propriétaire, quoi. Ben, dans sa tête, il se disait à 40 ans, je devais être propriétaire. À 40 ans, je devais, on va dire, ne plus être locataire et vraiment habiter vraiment chez moi et avoir un chez moi, on va dire, où c'est moi le boss, quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais t'as appris ça où? Qui c'est qui t'a dit ça? Ah ben c'est simple, j'ai 2 amis qui travaillent dans la finance, ils ont réussi à faire ça bien avant moi, etc. Du coup, moi, je me suis dit 40 ans. Je fais, ouais, et toi, tu travailles où? Dans un truc qui n'a rien à voir et qui ne paye pas autant. Ouais, ben il est là ton problème. C'est pas une histoire de t'es une merde parce que t'as pas réussi à avoir on va dire, être propriétaire à 40 ans. C'est juste que t'as pas les mêmes conditions que ces gens qui ont réussi à avoir ça à 40 ans ou avant. Et du coup, c'est normal que tu l'aies pas. Mais vous voyez, ça, vous n'allez pas, on va dire, le comprendre logiquement. Parce que émotionnellement, vous allez, on va dire, ressentir un certain inconfort, une certaine souffrance qui vous empêchera de rester lucide. Pire encore, ces seuils irréalistes vous pousseront à croire que ce n'est pas les seuils les problèmes, mais vous, parce que vous n'avez pas réussi à les atteindre. À aucun moment, vous allez vous dire, ok, mais combien de gens autour de moi ou dans le monde sont propriétaires d'une belle baraque à 40 ans? Et quand vous allez vous rendre compte que c'est très peu de gens, logiquement, vous allez comprendre tout de suite que votre seuil, il est foireux en fait. Mais encore, faut-il que quand vous allez souffrir, quand vous allez être dans ce doute, vous vous rendez compte que ce que vous ressentez n'est pas lié à la réalité, c'est juste lié à vos seuils irréalistes. Donc si vous avez des seuils irréalistes aujourd'hui, des seuils qui ne s'appliquent pas à vous, débarrassez-vous-en. Je m'en fous qu'à 32 ans, vous êtes supposé être marié et avoir 4 enfants. Je m'en fous que je ne sais pas quoi encore. Si à la fin, quand vous regardez votre vie, ok, j'aurais bien aimé être marié à 35 ans. Ok, tu sors avec des gens, non, je reste chez moi tout le temps et je suis en télétravail. Je dis ok, bon, du coup, les chances qu'une personne qui t'intéresse passe dans ta vie sont de 0%, à moins que ce soit des cambrioleurs, quoi. Oui, en effet, oui. C'est un peu plus compliqué du coup de trouver l'âme sœur à ce moment-là.
Donc, faites gaffe à vos seuils irréalistes. Regardez en fait comment vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour atteindre ces seuils soi-disant? Et éclatez de rire un bon coup parce que vous faites absolument rien pour les atteindre et vous attendiez juste à ce que ça arrive comme ça magiquement. Ensuite, débarrassez-vous de ces seuils. Comprenez que votre vie a été vécue d'une certaine façon, que vous avez décidé de vos priorités et que ces priorités sont les vôtres. Vous n'avez pas à suivre les seuils des autres, encore plus s'ils sont irréalistes ou complètement imaginaires. Ça, c'était pour le doute, qui est quand même un gros morceau, qui est quand même, on va dire, quelque chose qui arrivera très souvent quand vous avez des objectifs ambitieux. Là, on va aborder une autre émotion négative qui est tout aussi, on va dire, destructrice, qui ressemble beaucoup au doute, mais qui est plus de la démotivation. Comment est-ce que je fais pour faire la distinction entre les deux? Le doute, c'est vraiment quelque chose qui va se déclencher et qui va remettre en question votre capacité à. La démotivation, c'est plus quelque chose qui va se déclencher et qui va remettre en question votre envie de. Je peux parfaitement douter de mes capacités, mais quand même avoir envie de. Là, du coup, on va dire pour le doute, là, je ne suis même pas capable. Quand je doute, je ne suis pas capable. Là, maintenant qu'on va voir la démotivation, c'est j'ai juste pas envie. C'est-à-dire, je sais que je suis capable, mais j'ai juste pas envie. Et là, on va voir justement quels sont les seuils qui sont liés à la démotivation. Vous allez voir que ces seuils sont extrêmement similaires au doute. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que si vous réglez ces seuils-là, c'est-à-dire que si vous les montez pour le doute, vous les montez automatiquement pour tous les autres enculés qui vont essayer de vous empêcher d'avancer vers vos rêves. Donc, vous aurez l'impression que je me répète, parce que c'est le cas, mais c'est tant mieux. Franchement, c'est jackpot. Parce que moi, ce que je voudrais, il faudrait idéalement que tous les seuils que je vais vous donner dans cette vidéo, et c'est ce que je me suis amusé à faire, comme ça au moins vous allez travailler sur les seuils les plus efficaces à faire remonter, que chaque seuil que je remonte ne va pas régler un problème, mais va en régler 10 ou 15. Parce que là, du coup, je vais taper là où ça fait mal, là où, on va dire, les erreurs sont les plus fréquentes. Et du coup, quand je vais régler un problème, je vais avoir le maximum de bénéfices. Je vais avoir le maximum de retour sur investissement. Ensuite, effectivement, plus tard, un jour, je ferai peut-être des vidéos à la con sur les seuils qui s'appliquent qu'à des problèmes, mais vraiment, on va dire, spécifiques, et que peut-être que 10% de la population aura, quoi. Mais en attendant, je commence à taper déjà sur les trucs qui vont faire chier tout le monde et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer vers ce qui compte réellement pour vous. Premier élément, premier seuil qui va vous pousser à vous démotiver, à vous enlever l'envie d'eux, c'est quand les choses ne vont pas assez vite. Par exemple, quand vous avez l'habitude de vous lancer dans des projets qui sont plus ou moins courts, du coup, dans votre tête, à chaque fois que vous allez faire un pas en avant, vous allez faire 25% du projet. Vous imaginez bien que pour votre cerveau, 25%, c'est extrêmement facile à, on va dire, à saisir. C'est comme, je sais pas, je prends souvent cet exemple et je vais le reprendre ici. Imaginez une pièce vide, carrée, blanche, avec une personne dedans. Est-ce que vous arrivez à la voir? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Ouais. 2 personnes aussi. 4 aussi. 6. C'est un peu plus compliqué, mais en vrai, ça se fait, quoi. 10, là, ça commence à être un peu plus flou. Vous devez commencer à, on va dire, vous concentrer un petit peu, à imaginer la salle un peu grande. Ok, ils sont alignés, j'en vois 5 là et 5 là. Vous voyez, vous commencez déjà à avoir un peu de mal. 50 personnes? Ouais, là, c'est le bordel, hein. Là, vous ne saurez pas me dire s'ils sont 50 ou s'ils sont 60 ou s'ils sont 80. 5000 personnes? Vous arriverez à imaginer une pièce avec 5000 personnes ou avec un stade avec 5000 personnes? Moi, non. Donc, en gros, c'est ça en fait qui se passe quand vous avez un projet qui, quand il avance par gros chunks, comme ça, gros morceaux de 25%. Et en fait, vous allez vite comprendre que le cerveau, il arrive bien à saisir l'avancement quand c'est coupé, allez, au maximum en 10 morceaux. Parce que 10%, allez, il en fait 2, ça fait 20%, 20% déjà, ça commence à, on va dire, être bien saisissable, être bien concret pour lui. À l'inverse, je vous dis, tiens, tu vas faire un projet maintenant, il y aura juste 1000 pas à faire. Que vous en fassiez 1 ou que vous en fassiez 5, vous aurez l'impression qu'il n'y a aucune différence. Donc, le premier élément qui va vous démotiver, c'est la vitesse à laquelle vous êtes habitué à ce que les choses avancent. Si ça fait 2 semaines que vous travaillez sur un truc et que vous avez fait que 1% du projet, même si c'est normal, même si c'est parce que le projet en fait il est hyper complexe et que personne ne ferait mieux, vous serez quand même démotivé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Vous allez là aussi faire l'expérience de vous lancer dans des projets qui vont vous demander un temps fou et dont, on va dire, la progression est extrêmement lente. Évidemment, le but, c'est pas d'aller contre le fonctionnement de votre cerveau. Il se trouve que votre cerveau, en fait, il est juste incapable d'imaginer 1000 pas comme ça et de se voir avancer. Qu'est-ce qui se passe généralement quand vous avez un projet aussi complexe? Vous avez tous fait ça. Vous allez le découper en gros morceaux. C'est-à-dire que ces 1000 pas, finalement, je vais les couper en 250 pas. Je vais merde, 250, c'est quand même beaucoup. Ok, je vais les commencer à les couper en 25. Ok, avec 25, ça passe déjà. Le premier chunk de 25, ça va s'appeler, je sais pas moi, définition du cahier des charges. Puis le prochain point suivant, c'est vérification ou du moins veille de ce que font mes concurrents. Vous voyez, vous allez commencer à couper des petits morceaux comme ça, et dans ces mêmes petits morceaux, vous allez les découper encore.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour encore une fois respecter le fonctionnement de notre cerveau qui a besoin que les choses avancent à une certaine vitesse ou qu'il a besoin de saisir cet avancement à une certaine vitesse. Et quand vous allez dans un système ou dans un projet qui est juste beaucoup trop complexe pour avoir ça, vous allez vous démotiver naturellement. Donc là, le seuil que vous allez avancer, c'est quoi? C'est pas tellement un est-ce que je suis capable d'imaginer 1000 personnes dans une pièce? Non, c'est 1000 personnes dans une pièce. Et si je m'amusais à découper cette pièce en petits morceaux de 5 personnes? Vous voyez, vous allez commencer à, et tiens, ici je faisais des étages. Et si je faisais je ne sais pas quoi encore? Et si je mettais des escaliers? Si je mettais, on va dire, je ne sais quoi? Et là, vous allez commencer à créer, on va dire, des systèmes de plus en plus complexes qui vous permettront en fait de tenir la distance, de tenir cette motivation. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je fais. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer sur YouTube, je vais faire un test, 18 mois, et je me lance sur YouTube. Je ne vais pas commencer à me mettre 18 mois dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un jour après l'autre. Un jour après l'autre, et j'ai une certaine quantité de vidéos à faire. Je veux en faire 6 par jour. Vous imaginez bien que, je sais pas, imaginons je prends 100 jours, et j'imagine 6 vidéos par jour, je vois 600 vidéos devant moi, mais je pars en courant, quoi. À l'inverse, si tous les jours je me fais juste 6 vidéos, c'est tranquille. 6 vidéos, c'est peinard. Genre, je me fais 5 shorts et une vidéo longue, et en une après-midi, c'est plié, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens couper en morceaux. Je viens prendre en jours. Ce 18 mois devient juste un jour après l'autre, 6 vidéos. Ça, c'est le premier seuil. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Lancez-vous dans des projets qui sont extrêmement démotivants si vous les voyez dans l'ensemble et prenez ce réflexe de découper les choses. Vous allez trouver en fait plein de façons de découper les choses pour rester motivé. 6 vidéos, par exemple, quand j'en fais une, c'est un short, par exemple, ça va me prendre 3 minutes. Je dis waouh, c'est bon, hop, une est faite. Vous voyez, dans mon cerveau, c'est une est faite. J'ai fait 20% de mes shorts. Ensuite, j'en fais une deuxième, 40%. Alors, mon cerveau, il dit waouh, vas-y, c'est trop bien, vas-y, viens, on fait ça tout le temps. Et c'est exactement ça que je veux créer. Je veux maintenir ma motivation et donc bouger mon seuil comme je veux, mon seuil de découpage comme je veux. Deuxième seuil que vous allez avoir et qui va vous pousser à ne plus avoir envie de faire les choses, c'est quand les résultats, on va dire que vous visez, ne s'améliorent pas, voire ne bougent pas du tout pendant trop longtemps. Au bout de combien de jours, de semaines, de mois à avoir pas de résultats, est-ce que vous n'avez plus envie de vous investir? Est-ce que vous commencez à remettre en question votre investissement dans le projet? Est-ce qu'au moment où vous avez moins envie, on va dire, de faire des efforts? Moi qui viens de l'e-sport, donc le sport électronique, le monde du jeu vidéo, on va dire en compétition, les choses vont tellement très vite que les gens, au bout de 2 jours, s'ils ne voient pas d'amélioration, ils sont déjà en train de remettre en question leur carrière, remettre en question leur réalité, et du coup de se dire il faudrait que je me suicide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que moi je réussisse dans ce milieu-là? Je me suis rendu compte que le seuil des gens était tellement faible que volontairement je me suis lancé dans des projets qui prenaient des mois, des années, ce qui fait que j'ai commencé à rouler sur tout le monde. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous faire une place dans ce milieu, il va falloir travailler pendant des années avant que ça marche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais tous les gens qui réussissaient dans ce milieu qui avaient juste un gros coup de chance. Ils connaissaient les bonnes personnes, ils étaient à l'école avec les bonnes personnes, au lycée avec les bonnes personnes, et du coup forcément leur place était déjà garantie, donc tout allait très très vite. Et qu'est-ce qui s'est passé ces gens-là quand ils se sont retrouvés face à moi en concurrence? Je les ai défoncés. Parce que quand j'ai commencé à me mettre en concurrence avec eux sur des projets qui allaient prendre des années et des années d'investissement avant que ça marche, je les voyais plier, tomber à terre au bout de seulement quelques jours. Et quand cette personne-là venait me voir, elle me disait c'est trop dur, j'y arriverai jamais, etc. Moi, j'étais au-dessus d'elle, je disais ouais, t'as raison, ouais. Ouais, tu devrais laisser tomber, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, t'as raison, ouais, c'est vraiment une saloperie. C'est vrai que tu pourrais retourner là-bas et ça irait nettement plus vite. Ce serait tellement plus facile. Allez, casse-toi maintenant. Désolé, il y a juste une seule place pour 50 candidats. Quand je vais jouer selon les règles comme ça, quand je vais jouer à une règle de l'élimination, ne vous inquiétez pas que moi, j'ai bien compris les règles aussi. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs. Et quand je vais atteindre mes objectifs, je vais m'adapter à la réalité. Et dans ma réalité, s'il y a une seule place pour 50 candidats, je vais prendre la place. Donc, le seuil que vous allez avoir ici, c'est combien de temps est-ce que je peux travailler sans avoir de résultat, sans attendre un résultat, et sans, on va dire, sans avoir l'envie de me démotiver, sans avoir moins envie de faire les choses. Là aussi, lancez-vous dans des projets qui vous demanderont un mois d'investissement avant d'avoir, on va dire, un véritable retour sur investissement, avant de voir le résultat qui s'améliore. Ça, tout le monde va le connaître quand vous allez commencer à lancer votre entreprise, par exemple, si vous voulez réussir comme ça, si c'est ça votre objectif ambitieux, et que vous allez travailler pendant des mois et des mois et des mois, il n'y a pas un seul client qui se pointe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore trouvé la recette pour avoir des clients qui se pointent. Vous n'avez pas encore trouvé la recette pour avoir assez de crédibilité pour que les gens vous prennent au sérieux. Vous n'avez pas encore trouvé la recette pour trouver assez d'éléments qui permettront aux gens de se dire « Tiens, ce mec-là, ce qu'il dit là, c'est pas con ». Vous n'avez pas encore trouvé tout ça, du coup, vous devez en fait réunir déjà toutes ces pièces du puzzle avant d'avoir l'image qui vous permettra d'avoir votre premier client.
Et ça, en fait, c'est extrêmement démotivant parce que, de un, vous avez des seuils irréalistes. Dans les vidéos YouTube, on va vous dire, tu vois ça, ton premier client, tu peux claquer les doigts avec ma méthode, tu en auras une dizaine qui vont dire taper à ta porte. Ils ne savent pas où tu habites, hein, mais ils taperont quand même à ta porte. Tellement c'est des fous. Et en fait, quand vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche, que le mec en question a une chance incroyable, ben, tous ces éléments-là en fait, vont jouer sur l'équation de la motivation. Troisième seuil qui va vous pousser à vous démotiver, à avoir moins envie de la quantité d'ennui que vous pouvez encaisser avant de vous dire je veux faire autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? En effet, réussir dans ces projets, ce n'est pas tous les jours, on va dire, le plaisir incroyable. Ce n'est pas tous les jours on va dire, la meilleure expérience de votre vie. Parfois, il y a des moments qui seront un peu ennuyants. Je dis bien un peu ennuyants parce que je ferai une vidéo à ce sujet sur comment gérer l'ennui, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie. Il y a un paramètre en fait qui nous pousse à nous ennuyer, c'est quand on voit aucun intérêt à ce qu'on fait. C'est ça en fait l'ennui. C'est vous voyez aucun bénéfice, aucun intérêt. Moi, à l'inverse, j'ai vu un bénéfice incroyable à l'ennui. Étant donné que je viens d'un milieu qui est assez concurrentiel, très peu de places et les places sont vraiment hyper convoitées, j'ai remarqué en fait que tous mes concurrents avaient un gros problème avec l'ennui. Il fallait absolument qu'ils mettent de la musique, il fallait absolument qu'ils se distraient, il fallait absolument qu'ils ne travaillent pas trop longtemps. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire des trucs extrêmement ennuyants pour avoir on va dire une bande passante extrêmement développée qui me permettra en fait d'encaisser toute la quantité d'ennui nécessaire dans un projet. Qu'est-ce qui se passe alors dans un projet, dans n'importe quel projet? Il y a toujours un moment où il y a un peu d'ennui. Il y a toujours un moment où c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez beau mettre autant de musique que vous voulez, ça ne suffira pas. Moi, à l'inverse, qu'est-ce que je me disais? À chaque fois que je m'ennuyais, je me dis putain, c'est de la bombe. Si ça dure assez longtemps, mes concurrents vont vont partir d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passait. Je me disais, chaque jour où je tiens la barre un peu plus longtemps, j'ai de moins en moins de concurrents à mes côtés. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon milieu? En fait, les gens étaient tellement peu patients ou tellement peu tolérants face à l'ennui qu'ils se barraient extrêmement rapidement. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là doutaient un petit peu et qu'ils se disaient « ouais, je vais partir », etc. Ils commençaient à semer le doute dans l'esprit des autres. Et du coup, ils partaient tous en domino comme ça. Il y en a un qui tombe, les autres tombent aussi. Donc vous devez comprendre ça aussi. Pourquoi? Parce que quand vous allez comprendre que les gens qui ont des projets ambitieux mais qui n'arrivent pas à les atteindre, c'est juste des gens qui, on va dire, n'ont plus cette capacité à gérer l'ennui, n'ont plus cette patience, et c'est ça qui va les pousser à tomber. Vous allez juste vous dire, mais en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est rester suffisamment longtemps, et j'ai gagné. Et c'est littéralement ça qui va se passer. Autre seuil lié à la démotivation, au manque d'envie d'eux, quand les résultats que vous obtenez ne reflètent pas la quantité d'efforts investis. Autrement dit, vous investissez énormément, mais vous récupérez très peu. Et là, je pense que là aussi, vous allez réagir, dire « Ah putain, c'est le même que pour le doute celui-là. » Ouais, vous inquiétez pas, il y a pratiquement tous les seuils qui se chevauchent. J'ai fait exprès. J'ai pris que des seuils, on va dire, qui sont extrêmement rentables à travailler pour vous permettre en fait, de tabasser le maximum de problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites beaucoup d'efforts, mais que les retours sur investissement est très faible? Vous avez tous détecté ça. Votre envie, en fait, diminue petit à petit. Vous dites, oh, putain, franchement, ça ne donne pas envie, je pourrais faire tellement de choses. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un comportement que je pense que vous connaissez tous. Les gens qui se lancent dans quelque chose de nouveau, se rendent compte que le moindre effort qu'ils font augmente, on va dire, leurs résultats incroyables. Je sais pas, un mec qui commence à peine à faire de la guitare, il va apprendre 3 accords, il va se dire, putain, vas-y, c'est sûr, je serai, on va dire, une star, une rockstar bien rapidement. Et puis, au moment où les résultats, si vous voulez, ils baissent en fonction des efforts investis, donc le rendement, il baisse, la personne change de projet et finalement, au lieu de devenir, on va dire, star du rock, elle va commencer à juste apprendre à dessiner. Et là, elle commence à apprendre à dessiner. Waouh, je sais faire un cercle. Waouh, je sais faire un carré. Waouh, regarde, j'ai même réussi à faire un cylindre. Et jusque-là, tout va bien. Et là, elle commence à faire une main. Elle se rend compte qu'il faut faire 50 essais avant de le faire. Et encore, le résultat est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Elle va encore faire autre chose. Donc, ces gens, en fait, qui n'arrêtent pas de changer de projet, de changer d'investissement, ils disent « Ah, mais en fait, c'est pas que je suis quelqu'un qui est incapable de s'investir dans un truc, c'est juste que j'ai trop de passion. » Alors oui, en effet, il y a des gens qui ont trop de passion comme ça. Mais ces gens qui ont trop de passion, vous les reconnaissez très vite, parce que quand c'est difficile, ils n'en ont rien à foutre. Ils continuent d'avancer. Ces gens-là dont je parle, ce sont plutôt des gens qui vont changer de projet autant de fois que nécessaire, tant que c'est facile. Et dès que ça devient difficile, ils changent. Ils changent ou ils vont faire autre chose, jusqu'à oublier ce qu'ils ont appris, comme ça ils peuvent revenir sur leur projet. Ça, c'est pas avoir plusieurs passions. Ça, c'est aimer beaucoup trop la facilité. Ces gens-là, en fait, ils ont un seuil de rendement beaucoup trop haut. Ils veulent en fait un rendement qui est, ok, à chaque effort que je fais, il me faut 4 fois plus de bénéfices. Et ça ne va pas être comme ça tout le temps.
En fait, ça va être comme ça dans tout ce que vous allez faire au début. Parce que de toute façon, au début, vous ne connaissez rien à ce que vous faites. Donc, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être 10 fois meilleur à chaque fois. Mais il y a un moment donné, il y aura le principe de rendement décroissant qui va arriver en jeu. Quand vous êtes un expert, vous connaissez déjà pratiquement tout sur votre domaine. Qu'est-ce qui se passe si vous investissez 100 heures de plus sur votre domaine? Vous allez à peine vous améliorer. À l'inverse, si vous commencez un truc qui, on va dire, complètement nouveau pour vous, vous mettez 100 heures dessus. Ah là, par contre, votre niveau va exploser. Mais en fait, c'est ça en fait que vous devez comprendre et vous dire, tiens, ce seuil-là, il faut que je fasse hyper gaffe. Comment on fait du coup pour augmenter ce seuil qui est lié en fait au rendement? Enfin, plutôt, là, du coup, on va le faire baisser. On va accepter, on va dire, un rendement qui est très faible. Mais on va se rendre compte que le moindre petit pourcentage que vous allez gratter, et ça, c'est les athlètes en fait qui ont très bien compris ça, le moindre petit pourcentage que vous allez gratter en termes des résultats, c'est ce qui va faire la différence à très haut niveau. Et c'est ce qui se passe en fait énormément pour tout ce que vous allez faire. Quand vous avez un projet ambitieux, tiens, la quantité d'efforts qu'il faut faire pour gagner, je sais pas moi, assez d'argent pour vivre de votre passion est extrêmement haute par rapport à gagner que 10 balles. C'est-à-dire que c'est pas du tout, par exemple, vous mettez une certaine quantité d'efforts pour gagner 10 euros par mois, vous dites tiens, ok, il faudrait que je fasse 100 fois plus pour gagner 1000 euros par mois. Pas vraiment. En fait, il vous en faudra même beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est une somme qui est nettement plus grande. C'est des efforts qui sont nettement plus, on va dire, un peu plus énormes à faire, beaucoup plus énormes à faire, et ça tous les jours, jusqu'à justement assurer ce truc-là. Et à un moment donné, effectivement, vous avez tellement compris ce que vous faites que vous allez pouvoir le rendre beaucoup plus efficace, savoir exactement qu'est-ce qui fait que ça marche, et là ensuite vous pourrez commencer à vous détendre un peu. Mais avant d'arriver à ce seuil-là, vous devez vous attendre à ce que ce soit de plus en plus dur. Et une fois que vous avez compris ça, qu'est-ce qui se passe? Vous ne paniquez plus quand les choses deviennent de plus en plus difficiles. Vous ne paniquez plus quand le rendement décroît en fait au fur et à mesure. Donc, lancez-vous dans un projet qui vous demandera beaucoup d'efforts et pour la même quantité de, on va dire, de gains de résultats, vous allez vous rendre compte que la quantité d'efforts diminue, la quantité d'efforts augmente, pardon, et je veux que vous continuiez quand même. Ça peut être n'importe quoi, vous pouvez apprendre à dessiner ou je ne sais quoi encore, n'importe quoi. Lancez-vous dans un projet suffisamment long, suffisamment complexe, avec un rendement décroissant. Vous allez voir que tout ce qui prend des mois à, on va dire, à se faire, a déjà un rendement décroissant au bout de seulement quelques semaines. Pourquoi est-ce que je vous demande de pousser à quelques mois? Parce qu'en fait, je veux que vous alliez à un niveau qui est tellement scandaleux par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser aujourd'hui, que votre cerveau, en fait, il est obligé de remettre en question ses seuils. Il est obligé de les changer, parce que sinon, il n'arrivera pas à s'adapter. Il va souffrir en permanence. Et quand vous allez recevoir ces signaux qui vous disent « Ah, mais j'ai pas envie », lancez-vous quand même. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous lancer quand même alors que vous n'avez pas envie? Au bout de 5 minutes, vous allez vous rendre compte que, en fait, si, j'en ai envie. C'est juste le départ qui était compliqué. C'est juste le fait de me lancer qui me faisait chier. Mais une fois que je suis lancé, c'est bon, je peux y rester, quoi. Parce que c'est marrant, en fait, de dessiner. C'est marrant, en fait, de faire avancer ce projet. Et en plus, je suis en train de faire augmenter mes seuils. C'est-à-dire que pendant toute l'expérience, je veux vraiment que vous ayez conscience que vous êtes en train de faire ça pour augmenter vos seuils. Vous n'êtes pas juste en train d'augmenter votre seuil sur combien de temps je peux attendre avant de dessiner une main. Non, vous êtes en train d'augmenter votre seuil sur combien de temps je peux travailler sur un projet dont les résultats sont plus que discutables alors que j'envoie des efforts de malade. Et une fois que vous avez mis ça, on va dire que vous avez augmenté ce seuil-là, vous allez l'augmenter pour tous vos projets, pour tout ce que vous faites dans la vie en fait. Dernier problème que j'aimerais aborder dans cette vidéo et qui repose aussi sur les seuils. Votre tendance à improviser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde a un plan pour réussir. Ce plan, quand il ne va pas marcher tout de suite ou comme on voudrait, on va se retrouver à improviser. On va se retrouver à jeter le plan et à se dire non, je vais plutôt improviser. Je vais plutôt voir en fait sur le tas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec vous, il faut une certaine improvisation, une certaine capacité d'improviser quand vous allez faire des choses ambitieuses. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire un plan sur quelque chose que vous ne connaissez pas en fait. Sauf qu'il y a une différence entre improviser de temps en temps tout en suivant les grandes lignes de votre plan et foutre le plan à la poubelle et faire en fait selon le sens du vent. Et les gens en fait ce qu'ils ont tendance à faire dans n'importe quel projet ambitieux, c'est qu'à un moment donné, ils en ont marre du plan, ils en ont marre des grandes lignes, ils vont juste faire ce qui leur chante sur le moment. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez commencer à faire comme tout le monde, comme toutes les personnes qui paniquent un peu, doutent un peu, ne sont plus motivés, vous allez vous enfermer dans ce que vous connaissez déjà. Par exemple, le type qui, on va dire, est un artiste et qui veut vivre de son art, qui veut vivre de la vente de ses tableaux ou je ne sais quoi encore. Il commence à être super fort au niveau des dessins, techniquement c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il va faire pour aller plus loin dans son projet? Il ne va pas apprendre à vendre, il ne va pas augmenter sa visibilité. Il va juste continuer à améliorer son art. Pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose qu'il connaît déjà, ça va le rassurer. Ça va lui donner une bonne expérience. Ça va lui permettre de, on va dire, se détendre. Mais en fait, il n'a pas besoin de se détendre à ce moment-là. Ce qu'il a besoin, c'est de faire du blé. Et pour faire du blé, il faut qu'il soit visible. Sauf que voilà, il n'a pas l'habitude d'être visible. Il n'a pas envie de se vendre. Pour lui, se vendre, c'est mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Il va s'enfermer dans son truc et se condamner à mourir. Donc, le premier élément en fait, qui va vous pousser à improviser, c'est finalement le degré de complexité
dans lequel vous allez devoir, on va dire, vous lancer. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont du mal à se lancer sur la vente, par exemple, alors qu'ils sont obligés de savoir vendre s'ils veulent vivre, on va dire, de leur passion, s'ils veulent générer un chiffre d'affaires suffisant pour en vivre, pour payer leurs factures et manger, ce qui est plutôt drôle. Et qu'est-ce qu'il vous faut en fait accepter à ce moment-là? La complexité. La complexité que la vente, c'est pas un truc qui est automatique. Quand vous parlez à un technicien dans le sens spécialiste de la technique, comme moi, par exemple, j'étais un technicien, en fait, pour moi, vendre, c'était quoi? C'était si mon produit il est bon, les gens vont l'acheter, quoi. Donc le mec qui comprend rien à la vente et qui comprend rien à, on va dire, à la réalité, et qui du coup vit dans un conte de fées où si je suis assez bon dans ce que je fais, les gens vont se jeter sur mon produit. Je peux vous assurer qu'au bout de 5 ans, il n'y a personne qui s'est jeté sur mon produit. Hein. Pourquoi? Parce que j'étais invisible. Effectivement, j'étais fort, mais personne ne savait que j'existais. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de m'acheter des trucs. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai dû apprendre à vendre. Et quand j'ai vu la quantité phénoménale de merde qu'il fallait ingérer avant de faire sa première vente, j'ai commencé à improviser. Je me dis, mais non, peut-être que j'ai pas envie de vendre finalement, peut-être que ce n'est pas nécessaire, peut-être que je pourrais faire autre chose, peut-être que je pourrais faire des vidéos, peut-être que je pourrais je ne sais pas quoi encore. Et en fait, je tergiversais. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Au lieu d'avoir un plan qui était, je savais ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que j'apprenne à vendre. Il fallait que j'apprenne à communiquer, il fallait que j'apprenne à reconnaître les besoins des gens pour ensuite leur apporter exactement ce dont ils avaient besoin. Mais quand je me disais, putain, mais l'être humain, c'est trop compliqué. Le mec te dit quelque chose, mais peut-être que c'est pas vrai. Le mec te dit un truc, mais peut-être qu'il n'a pas conscience que ses véritables besoins, c'est autre chose. Et je dis, c'est trop chiant, quoi. Et du coup, je me suis mis à improviser. Donc, le premier seuil que vous allez avoir, c'est à quel degré de complexité vous allez être exposé avant de vous dire, j'en ai marre, je préfère y aller sans. Je préfère y aller sans plan, je préfère y aller, on va dire, avec m'habiter mon couteau et voir un peu comment ça se passe. Le problème quand vous allez faire ça, c'est que votre seuil va rester hyper bas, en fait, quand vous allez vous lancer dans l'improvisation comme ça. Pire que ça encore, quand vous allez improviser, vous allez vous rendre compte qu'improviser, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Du coup, il y a toujours un côté surprise qui, on va dire, ravive la flamme de la motivation. Et c'est vrai qu'un plan, ça peut être chiant à certains moments parce qu'on se dit, putain, j'aurais bien aimé faire autre chose. Sauf que si votre plan, il n'est pas fait que le cul, normalement, ce plan reflète la marche à suivre la plus efficace, la plus optimale pour réussir. Et quand vous gardez ça en tête, ce n'est pas une prison que vous avez, c'est des garde-fous. Vous voyez, la perception n'est pas du tout la même. Alors effectivement, la fonction est la même, c'est pour éviter de se barrer, mais ce n'est pas du tout le même objectif, la même utilité. Donc, quel est le degré de complexité qu'il vous faut avant de commencer à improviser? Là aussi, même délire. Logiquement, vous comprenez qu'il faut juste augmenter son seuil, accepter que c'est complexe et apprendre les choses petit à petit. Mais moi, ce que je veux plutôt, c'est que vous fassiez l'expérience de lancez-vous dans le truc que vous devez faire et qui vous saoule. Ça peut être les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, faire une belle vidéo sur YouTube. Commencez à fragmenter le boulot que vous devez faire, à tout segmenter. Ne le faites pas tout d'un coup et utilisez la méthode qui est je fais d'abord et j'améliore ensuite. Qu'est-ce qui se passe en fait, le problème quand vous avez un truc hyper complexe? Le cerveau va automatiquement se dire ok, il faut faire tout ça pour que ça marche. Ok, alors le premier truc que tu vas faire, c'est faire tout ça en même temps. Il va se dire ok, quitte à faire un truc, autant le faire bien tout de suite. C'est un piège. Parce qu'en fait, dès que vous avez atteint un certain niveau de complexité, vous ne pouvez plus, on va dire, faire les choses à l'avance. Vous devez partir en fait d'un squelette, vous devez partir d'une version bêta. Une fois que vous avez cette version 1, vous allez créer par-dessus la version 2, puis ensuite la version 3, puis ensuite la version 4. Et vous allez vous rendre compte que, en effet, au bout d'un moment, vous dire ah ouais, mais en fait, les fondations de la version 1 sont vraiment pourries. Oui, mais maintenant, vous savez pourquoi. Maintenant, vous arrivez en fait à chaque nouvelle version à, on va dire, digérer une certaine quantité de complexité. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant ce seuil-là? Le seuil que vous allez vraiment faire remonter, c'est la quantité de complexité que vous pouvez gérer, mais aussi la quantité de versions annexes que vous pouvez construire avant d'avoir votre version finale. Moi, c'est très simple. Je voyais ma version finale et je voyais qu'elle allait me prendre des années. Je pense que mon projet qui est d'inspirer un maximum de gens va me prendre au moins 30 ans de ma vie. Vous imaginez bien que je ne vais pas travailler dans mon coin comme ça dans l'ombre et revenir dans 30 ans et balancer en fait la version finale. Non, c'est suicidaire. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, je fais ma version 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1850, jusqu'à arriver sur 30 ans. Et quand je vais mettre ça en place, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je m'améliore. À chaque fois, je trouve des sujets qui sont beaucoup plus intéressants pour les gens. Je trouve une façon de les aborder qui permet aux gens de vraiment comprendre concrètement qu'est-ce qui les empêche d'avancer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le dessin, en fait, c'est génial pour ça. Parce qu'en fait, le dessin, c'est littéralement des croquis. Je vous conseille de vous lancer dans un truc qui ressemble au dessin. Quelque chose que vous pouvez faire, on va dire, par itération. Et vous allez vous rendre compte qu'au début, vous avez un dessin comme ça, vous dites « Putain, mais c'est impossible que j'y arrive ». Vous allez vous lancer, vous allez vous améliorer petit à petit, vous allez faire des versions. Et au fur et à mesure, vous allez vous rapprocher du résultat que vous désiriez. Et vous avez vraiment besoin de vivre cette expérience pour montrer à votre cerveau, regarde, il m'a fallu 16 itérations pour faire une main. Ou peut-être même plus 50 itérations pour faire une main. Il m'a fallu 16 itérations pour faire un pouce. Il m'a fallu 57 itérations pour faire des yeux à peu près corrects.
Et quand votre cerveau, en fait, il fait cette expérience-là, il se dit, en vrai, partir de rien ou partir d'un truc vraiment grossier, ça le fait. Ça nous permettra de faire des choses extraordinaires, ça nous permettra de faire des choses nettement plus complexes qu'on ne pourrait pas faire en un seul coup. Et quand vous comprenez ça, quand vous faites l'expérience de ça, vous allez en fait plus improviser parce que vous vous dites, non, c'est normal, le plan me dit de faire ça, ça va me demander tant de temps, ça va me demander tant d'itérations que ça marche, je tiens le plan. Évidemment, sur le tas, je vais m'improviser, tiens, le plan, je vais l'adapter un petit peu, mais je vais continuer de suivre les grandes lignes. Autre seuil qui va vous pousser à improviser, le problème d'avoir un plan et de vous baser trop sur le plan, c'est que vous allez commencer à avoir un seuil sur, ok, le plan, il faut qu'il me donne un certain niveau de résultat. Il faut qu'il me donne un certain retour sur investissement. Parce que sinon, à quoi ça sert de suivre un plan si le plan il marche moins bien que si j'improvise? Le problème de ça, c'est que si vous vous basez sur le résultat pour savoir si votre plan il fonctionne, c'est foireux. Dans le sens où un résultat n'est pas sous votre contrôle à 100%. Autrement dit, ce n'est pas vous qui allez déterminer si ce que vous faites est directement lié au résultat. Vous allez pouvoir l'influencer, parfois même très fortement, mais ce n'est pas vous qui allez décider. Par exemple, quand je vais parler à un prospect, ce n'est pas moi qui vais décider si je vais réussir à lui vendre ou pas. C'est quand même lui qui va décider si il veut travailler avec moi ou pas. Je ne peux pas lui forcer la main. Du coup, ce n'est pas moi qui contrôle entièrement si la personne veut travailler avec moi ou pas. Ce que moi, je peux contrôler, c'est est-ce que j'ai bien posé les questions pour sélectionner ses besoins, pour remettre, on va dire, en surface ses besoins. Est-ce que j'ai bien posé les questions pour lui permettre de se connecter à la souffrance, pour qu'il ait envie de régler son problème? Est-ce que je lui ai bien fait comprendre que la méthode que je proposais ou l'accompagnement que je propose lui permettra d'avoir les résultats qu'il veut? Enfin, dernier point, est-ce que j'ai vérifié que le budget correspondait? Par contre, il reste plein d'autres éléments qui ne sont pas sous mon contrôle. Est-ce que la personne va en décider d'en faire une priorité? Est-ce que la personne a décidé que cette année, ça allait changer? Est-ce que la personne a décidé que ma tête lui revenait? Tous ces éléments-là, ce n'est pas moi en fait qui les gère. Par contre, ce que je peux faire pendant une discussion, c'est est-ce que je me suis assuré que la personne voit plus clair son projet? Oui, bon maintenant elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut travailler avec moi, elle travaille avec moi. Si elle veut travailler avec un concurrent, elle va travailler avec un concurrent. Mais au moins, elle saura déjà ce qu'elle veut, elle aura déjà avancé avec moi, et moi j'ai fait mon boulot, je suis content d'avoir pu la servir, même si ça n'a pas abouti sur, on va dire, un travail ensemble. Donc là aussi, en fait, vous allez commencer à vous dire, le plan, si je le suis, est-ce qu'il me donne les résultats que je veux ou pas? Et là, vous allez commencer à, on va dire, ouvrir la possibilité que le plan ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Quand vous allez faire votre itération, vous avez réussi à faire une main. Là, je prends la même main, mais avec un angle différent. Et là, vous êtes perdu. Là, vous avez des difficultés folles. Vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai utilisé la même méthode, j'ai utilisé on va dire, le même plan d'action, et ça ne fonctionne pas. J'arrive toujours pas à avoir les bonnes proportions. Et on va dire, le réflexe des gens en ce moment-là, c'est juste de balancer le plan là, aux chiottes. En fait, ce que je veux vous faire comprendre à travers ce seuil-là, c'est que quand un plan ne fonctionne pas alors qu'il marchait avant, c'est génial pour vous. C'est génial parce que vous allez pouvoir récolter une nouvelle information. C'est génial parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que votre plan, on va dire dans sa version 1, n'est plus suffisant pour cette nouvelle complexité. Autrement dit, vous allez juste apprendre à faire un meilleur plan, à faire attention à plus de détails pour vous permettre justement de faire un plan qui colle encore plus à la réalité, encore plus à vos besoins. Donc finalement, vous n'allez faire que progresser quand vous avez un plan qui ne marche plus. Et au lieu de le jeter, parce que si vous le jetez, en fait, vous n'apprenez plus rien, vous allez repartir d'une page blanche, prenez plutôt la version 1 copier-coller et juste rajoutez ce qu'il faut. Juste affiner les choses. Et au lieu que ça marche, visez juste à comment est-ce que je peux optimiser les chances que ça marche? Quels sont les éléments qui m'empêchent de, on va dire, pousser le truc en avant? Là aussi, même délire, commencez à faire du dessin. Vous allez voir que les gens qui dessinent ont tendance à utiliser d'abord des formes assez grossières pour avoir un squelette. Et à partir de là, ça marche plus ou moins. Ça va marcher sur certaines formes, parce que bizarrement, elles ressemblent à ces formes grossières. Et pour d'autres formes, c'est la catastrophe. Mais c'est justement ces formes catastrophiques qui vont vous permettre de vous dire, est-ce que ma façon de penser mon dessin, de faire mon croquis, de faire mon plan finalement, colle si bien que ça à mes besoins? Et c'est dans ces petits détails-là que vous allez pouvoir justement rafistoler tout ça. Donc, le truc qui va vous pousser à improviser ici, c'est quand mon plan ne marche plus, vous allez dire, c'est bon, ça sert à rien de suivre le plan. Non, suivez-le parce que avoir un plan, ça marche infiniment mieux que de ne pas en avoir du tout. Quand vous n'en avez pas du tout, chaque jour qui passe, chaque jour, chaque itération que vous allez faire est une expérience unique. Comment vous voulez vous améliorer quand tout ce que vous faites est une expérience unique? C'est impossible. Même moi, ma façon de coacher les gens, ma façon de les accompagner, il y a un squelette. Évidemment, je vais m'adapter aux besoins de la personne avec qui je travaille. Mais il y a quand même un squelette, il y a quand même des invariants, des éléments qui reviennent tout le temps. Et ce sont ces éléments-là, en fait, qui sont les grandes lignes de mon plan. Donc vous, en fait, vous allez comprendre la même chose. C'est tous les problèmes que je voulais, on va dire, vous remonter déjà à travers cette vidéo, cette première version de la vidéo. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je ne peux pas, on va dire, me taper tous les problèmes. Par contre, je tiens à vous dire un truc. Tous les seuils que vous allez augmenter ici auront des répercussions sur de nombreux problèmes que vous avez.
évidemment la démotivation et le doute, parce que c'est ce qu'on vient de voir, l'improvisation aussi, mais ça va jouer également sur vos peurs, sur votre confiance en vous, sur votre capacité à vous séparer du jugement des autres, séparer de, on va dire, leur estimation de vos qualités ou je ne sais quoi encore. Vous allez en plus avoir une patience nettement plus élevée. Patience, c'est combien de temps est-ce que je suis prêt à travailler sur un truc avant d'attendre des résultats, avant de devoir exiger des résultats. Donc là aussi, ça va en fait booster votre patience. Et enfin, le dernier élément aussi que ça va commencer à augmenter, c'est votre capacité d'être heureux. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils sont heureux uniquement, imaginons, quand ils ont beaucoup de résultats. Maintenant que vous allez commencer à remonter tous vos seuils, vous allez pouvoir garder cette capacité d'être heureux, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et quand vous comprenez que l'être humain est émotionnel et non rationnel, non logique, vous comprenez en fait que l'être humain a besoin d'être dans des bonnes dispositions pour continuer d'avancer. Et c'est justement ces seuils-là en fait que je visais dans cette première version, parce que justement ça vous permettra, de maximiser vos chances de rester heureux, même dans les moments difficiles. Et là, du coup, vous allez commencer à booster votre combativité. Allez, fin de cette vidéo. Bon courage à vous et amusez-vous bien.